Attention, c'est le magazine de l'EPRA. Un invité. Des extraits. Des meilleures émissions de l'EPRA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de l'EPRA. L'invité du jour, c'est Jérôme Bouvier. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous présenter un peu à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, vous commencez votre carrière professionnelle en 1977 en tant que journaliste freelance pour des journaux comme Combat, Libération et différents autres périodiques. En 1982, vous entrez à Radio France comme journaliste et producteur à Radio Bleu et vous présentez ensuite les éditions matinales de la revue de presse sur France Inter avant de devenir chef du service politique de France Culture, France Musique en 1989, puis d'y être nommé directeur de la rédaction en 1999 jusqu'en 2002. En 2002, vous rejoignez RFI, Radio France Internationale, en tant que directeur de la rédaction, fonction que vous occuperez jusqu'en 2004, avant de diriger la société Ivre d'Images Productions, spécialisée dans le domaine de l'information, de l'édition, de la culture et de la citoyenneté. C'est d'ailleurs avec cette maison de production, qui est aussi une maison d'édition, que vous produirez, je crois, Clichy sans cliché, un très très beau livre de photos sur Clichy-sous-Bois qui est sorti, je crois, 1 an après les fameuses émeutes. Vous aviez convié des grands photographes à venir prendre des clichés, mais qui n'en étaient pas, de cette ville. Et c'est un livre super qui est sans doute encore distribué. On peut encore se le procurer. Et on a poursuivi cette aventure étonnante, d'ailleurs, avec 12 écrivains, 2 ans plus tard, qui ont accepté à leur tour de s'installer à Clichy avec leurs a priori, leur méconnaissance du lieu, et de nous offrir 12 nouvelles qu'on a mariées dans un livre qui s'appelait Des nouvelles de la banlieue, avec 400 textes écrits par les habitants eux-mêmes. Alors, en 2006, vous fondez l'association Journalisme et Citoyenneté, dont vous êtes toujours le président, et qui organise les Assises internationales du journalisme et de l'information, dont la dernière édition s'est tenue à Strasbourg, je crois que c'était en novembre dernier. Avec cette association, vous avez également créé Vue des quartiers, un site internet de journalisme participatif. Le but était de faire travailler en binôme un journaliste et un citoyen afin de donner une image des banlieues conforme à ce qui s'y passe réellement, en tout cas à ce que les habitants y vivent. Vous êtes également membre du comité des sages qui a rédigé un projet de code de déontologie désormais annexé à la convention collective des journalistes, et vous êtes chargé de cours d'un cours qui s'appelle l'éthique du journalisme à l'Institut pratique du journalisme. Et alors, on arrive à maintenant. Depuis novembre 2009, vous êtes médiateur à Radio France, où après avoir conduit une réflexion sur les questions d'éthique et de la relation avec les auditeurs, en concertation avec l'ensemble des chaînes de Radio France, vous proposez sur les différentes antennes de cette grande maison des rendez-vous réguliers afin d'instaurer un dialogue entre les auditeurs et les membres des rédactions et même de la direction du groupe. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, comment vous est venue cette vocation de journaliste ? Parce que c'est votre premier métier. Oui, ça restera peut-être le dernier. Écoutez, je ne sais pas très bien comment ça naît une vocation. En tout cas, la chance que j'ai eue, parce que je considère que c'est une chance, c'est que j'ai peu hésité sur le fait que c'était ça que j'avais envie de faire. Et quand on est plutôt cancre comme moi, quand on est plutôt... c'est plutôt un bon moteur que de dire voilà, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'assouvir cette curiosité-là. J'aurais bien aimé, disais-je en rigolant un jour, être celui qui, dans le pommier, aurait pu faire ce fabuleux scoop de savoir ce qui s'est vraiment passé entre Adam et Ève. Ça ne m'aurait pas déplu. Mmh. Ah, il est peut-être encore temps, voilà, c'est un sujet inédit. Être là, à un endroit où on peut raconter des histoires humaines et avoir la capacité qu'offre ce métier d'aller essayer de traduire le vivant, je trouve que c'est un beau métier, oui. Et alors, au cœur de ce métier, l'éthique, la déontologie, c'est quelque chose qui vous passionne. Je crois que
pour vous, peut-être ce qui s'est passé en 2005, ce qui a été la révélation de 2005, de voir que des gens se révoltaient, qu'on en montrait des images qui ne correspondaient pas forcément à la réalité, ça vous a amené à presque à changer de métier, enfin, en tout cas être plus dans la transmission et maintenant dans la médiation. Comment vous avez abordé je ne sais pas si c'était un tournant, mais on a l'impression que vous êtes passé à la transmission, vous avez eu envie de faire bouger les choses au sein même de ce métier. Non, c'est vrai qu'il y a eu deux... Enfin, après, je ne vais pas être trop dans l'introspection, mais il y a eu... Effectivement, l'automne 2005 a marqué pour moi un mouvement important et dont je n'ai pas fini je crois, de mesurer les conséquences. C'est que le hasard a voulu que j'étais un compagnon de route de la ville de Clichy-sous-Bois, mais à titre personnel, parce que quand je dirigeais la rédaction de France Culture, j'avais fait la connaissance de Claude Guillain, de ce maire que je trouve intéressant, et qu'on avait, à titre perso, commencé à réfléchir à ce que pourrait être une université populaire en banlieue. Et puis, donc, j'ai appris à la connaître, cette ville que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis pas originaire de la banlieue moi-même. Et je me suis retrouvé à l'automne 2005, dans un hasard de carrière professionnelle, je venais de me faire virer de la direction de la rédaction de RFI pour des problèmes france-africains qui sont très à la mode en ce moment, avec la Côte d'Ivoire, et on venait d'assassiner Jean Hélène. Et donc, je me suis retrouvé débarqué en quelques minutes, et il se trouve que je me suis donc retrouvé libre de mon temps, de façon un peu inattendue, au moment où sont survenus les événements de l'automne 2005, la mort de Bouna Ezied. Et donc je suis allé sur place, et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé à assister à un déferlement médiatique sans en être un acteur. C'est-à-dire ne pas avoir ni de micro, ni de caméra, ni rien, d'être simplement un observateur de la vague médiatique. Et de voir près de 400 journalistes à Clichy-sous-Bois installés pendant 3 semaines, avec des choses que j'avais déjà vues, mais à Kaboul ou à Pristina, et pas à 15 km du centre de Paris, c'est-à-dire 80 télés du monde entier, des fixeurs, des gardes du corps, cette sorte de tortue romaine. Enfin, c'est cette image qui m'est venue, hérissée de micros et de caméras qui avancent un peu en groupe au milieu de ça et qui rend compte d'une réalité forcément déformée, puisqu'elle ne renvoie qu'une toute petite partie de la réalité. Ça a été ces fameuses images qui brûlaient, et que les télés du monde entier, encore une fois, j'ai été très marqué par ça, les Indiennes, les Japonaises, les Russes, les Américaines ont fait des directs permanents, en direct de Paris. Paris brûle-t-il, la banlieue brûle-t-elle, les flammes. Et vous parlez à des jeunes Américains aujourd'hui de Clichy-sous-Bois, ils savent ce que c'est. Clichy-sous-Bois, c'est le symbole de toute l'horreur qu'ils peuvent imaginer, mais ils savent à peu près ce que c'est. Donc, je me suis dit, mais est-ce que ce métier est raisonnable quand il pratique comme ça ? Et je continue de penser que non, il n'était pas raisonnable. Mais c'est en même temps là que sont nées des initiatives extraordinaires comme le Bandy Blog, qu'on doit à des journalistes, je le rappelle, journalistes suisses. Voilà. On aurait préféré, pour un orgueil national, que ça vienne de chez nous, mais... ça a perduré, voilà, ça existe encore. Hein. Et qui ont eu l'intelligence de passer le bébé à d'autres, qui ont eu après le talent de le faire fructifier. Donc ça a été à la fois pour moi un moment de prise de conscience qu'on ne pouvait pas continuer beaucoup comme ça, et en même temps un choc assez fécond, parce que je trouve qu'il se passe depuis ce temps-là, notamment sur l'information qui tourne autour de la diversité des quartiers, beaucoup de choses qui n'existaient pas avant 2005. Je pense que les questions de la diversité ont été elles aussi bousculées par tout cela, sachant qu'on a quand même été dans un truc incroyable, on l'a déjà oublié 5 ans après, mais c'était un pays en état d'urgence, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé, la société française n'a pas trouvé d'autres solutions à cette époque, et personne n'a vraiment crié. Alors moi, ça me paraît assez étonnant d'aller rechercher une loi de la guerre d'Algérie qui n'a jamais été utilisée depuis pour régler quelque chose qui avait peu ou prou à voir avec l'histoire de cette colonisation et cette décolonisation ratée. Et même pas pour régler d'ailleurs, parce que ça n'a rien réglé, et Claude Guillain ne cesse de le rappeler assez souvent.